les élections ne sont pas un outil à la disposition d'un individu ou d'une personne ou d'un groupe d'individus pour légitimer la vie publique. Non, la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'il y aura des élections dans le pays? Parce que FSP n'acceptera même pas, même une seule minute de prolongation. Ça, c'est trahir le peuple congolais. Ça, c'est trahir le peuple congolais. Ça, c'est trahir le peuple congolais. Le peuple attend les élections dans le délai constitutionnel. Nous ne pouvons pas porter la toge d'une autre vision. Nous ne pouvons pas accepter d'aller porter des explications ou commencer à nous justifier sur les bilans que nous n'avons pas managés, si je vous dire ainsi. La vérité, rien que la vérité. Est-ce que nous croyons à la tenue des élections dans le délai? Il nous reste moins de 400 jours pour la tenue des élections. Nous avons moins de 400 jours. On doit faire le fourci comme si ce n'est pas une question légère. C'est une question qui détermine l'avenir d'un pays. Voilà ce que nous disons, étant donné que les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel et que les conditions ne sont pas réunies. L'organisation des élections dans le strict respect du délai constitutionnel constitue pour nous, FSP, parti politique, un impératif catégorique et non conditionnel. La CENI n'agit pas par sa propre volonté. Que faire si le délai constitutionnel n'est pas respecté? C'est tout simplement interroger la loi. Que dit la loi en cas du non-respect du délai constitutionnel? Pour qu'il y ait des bonnes élections. Pas d'élections exclusives, mais d'élections inclusives. Nous voulons privilégier le critère d'inclusivité et non d'exclusivité. Mais là, la CENI s'adressait à une partie des parties prenantes, une catégorie. Mais dès lors que d'autres acteurs se sentent exclus, comment peut-on aller aux élections dans ces conditions-là? La recherche de la vérité des humains. Je pense que par rapport à cette question de la vérité des humains, notre souci, nous avons dit, c'est que toute élection est toujours déjà contestée. Mais nous devons éviter au pays des contestations majeures. L'opinion retiendra ce qui suit. 1. De l'inconstitutionnalité de la loi organique de la CENI. Nous exigeons l'annulation immédiate et sans condition de l'opération de la cartographie des bureaux de vote dont la validation est précipitée par la CENI. Ma Mission TV, le miroir du monde. République démocratique du Congo est sous les projecteurs du monde. Les caméras sont fixées sur notre pays. Les gens nous regardent et nous observent. Si la situation sécuritaire demeure une préoccupation majeure, la question électorale vient renforcer les inquiétudes au plus haut point, tant elle fait face à des contraintes qui sont de nature à briser son élan. Le 16 juillet 2022, nous avons participé au cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante avec les partis et regroupements politiques. À la suite de cette activité, nous avons adressé une correspondance au président de cette institution reprenant des griefs substantiels qui fâchent la Constitution et la loi électorale. Nous voulons à cette occasion remercier les leaders politiques qui nous ont emboîté les pas à travers leurs déclarations respectives. Ainsi, l'opinion retiendra ce qui suit. 1.
de l'inconstitutionnalité de la loi organique de la CENI. Les dispositions de l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, consacre la laïcité de l'État congolais lorsqu'elle dispose « La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. » Cependant, l'article 24 de la loi organique numéro 10 par 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée à ce jour remet en cause le caractère laïque de l'État congolais lorsqu'il attribue l'exclusivité de la désignation du président de la CENI aux seules confessions religieuses. La loi dit « Le président de la CENI est désigné par la société civile, virgule, confession religieuse. » Ainsi, les branches de la société civile qui ne confessent pas des foi religieuses et d'autres qui œuvrent dans le domaine des élections se trouvent injustement exclues par cette disposition sélective qui entre en conflit avec l'article de la Constitution sus-évoqué. Qui disait, l'article 13 de la Constitution dispose qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. 2. De la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales. L'actuelle loi électorale dispose à son article 47 bis que la cartographie électorale est définie en tenant compte des distances des électeurs par rapport au lieu des bureaux de vote, des obstacles de distance à parcourir et de la stabilité des lieux des bureaux de vote. La Commission électorale nationale indépendante publie au plus tard 30 jours avant le début de la campagne la cartographie des bureaux de vote tenant compte des nombres des inscrits. Curieusement, nous constatons, non sans regret, que l'opération de la cartographie des bureaux de vote, qui devrait intervenir après celle d'enrôlement et identification des électeurs, se fait en violation flagrante des dispositions de la loi électorale précitée. 3. De l'absence du consensus et de la confiance. Mesdames, Messieurs, il est évident que le consensus et la confiance demeurent incontestablement deux éléments fondamentaux pour bâtir une gouvernance électorale qui garantit un scrutin participatif, inclusif, crédible et apaisé. Malheureusement, ces leviers se trouvent amplement tordus, notamment à cause du processus non consensuel de la désignation, je voulais dire, des membres de la CENI, mais aussi l'élaboration du cadre juridique. L'absence remarquable des plusieurs acteurs clés du processus au premier cadre des concertations est une illustration patente de ce manque cruel de consensus et de confiance. Face à ces évidences incontestables, voici la position des FSP partis politiques. Quant à la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales, nous exigeons l'annulation immédiate et sans condition de l'opération de la cartographie des bureaux de vote dont la validation est précipitée par la CENI. Pour ce qui est de l'absence du consensus et de la confiance, FSP partis politiques comptent mener des actions de plaidoyer et lobbying
auprès de l'organe de gestion des élections et des parties prenantes en vue de rechercher le consensus et de rétablir la confiance. L'organisation des élections dans le strict respect du délai constitutionnel constitue pour nous, FSP parti politique, un impératif catégorique et non conditionnel. Nous suggérons humblement au président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer un cadre d'échange sur le processus électoral que nous avons dénommé dialogue électoral constructif, DEC en cible. Le dit dialogue est proposé comme une médication nécessaire, appropriée et urgente pour tenter de placer le processus électoral sur la voie qui lui éviterait de péricliter dans l'anomalie et l'apathie. Ce serait, à notre avis, le passage idéal pour réunir les conditions nécessaires préalables à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, loin des contestations majeures. C'est ainsi que FSP, parti politique, invite les uns et les autres à ne pas tomber dans la tentation de considérer les élections comme un simple rituel de légitimation de la vie publique, ni de les réduire à un simple exercice plébiscitaire. Le processus électoral occupe une position centrale et fondamentale dans une démocratie et en constitue le rouage fonctionnel. Mesdames et messieurs de la presse, je me mets à présent à votre disposition pour des questions relatives à ce débat de fond que nous venons de lancer, un débat dont dépend l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Il me demande pourquoi je demande, au nom de mon parti bien sûr, au président de la République de convoquer un cadre d'échange que nous avons dénommé dialogue électoral constructif. Oui, mon parti a raison, nous avons raison. L'article 211 de la Constitution nous dit que la Commission électorale nationale indépendante assure la régularité de tout processus électoral et référendaire. Et cette commission électorale, qui est une institution d'appui à la démocratie, jouit d'une autonomie administrative et financière, et donc est une institution indépendante. Nous le reconnaissons et la loi organique est très claire là-dessus. Mais nous ne pouvons pas oublier que le président de la République, chef de l'État, dans la Constitution, il est dit en ce qui le concerne, qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Ce sont les institutions. La commission électorale fait partie des institutions de la République. Il y a un problème sérieux qui concerne le processus électoral. Ici, nous n'avons pas évoqué les risques et les dysfonctionnements liés, qui risquent donc de créer, ce que je vais dire, un dysfonctionnement du processus électoral. Et donc, parce qu'il y a un problème, vous avez cette difficulté sur le manque de consensus et de confiance. Vous avez par exemple le processus non consensuel avec lequel on a procédé à la désignation des membres de la CENI. Et s'il faut revenir encore, il y a des acteurs qui ont déploré le manque de consensus dans la désignation des animateurs des juges de la Cour constitutionnelle. Il y a la procédure non inclusive dans l'élaboration du cadre juridique. Toutes ces lois qui ont été élaborées. Il y a ce problème sérieux qui est une épine sous le pied
de la CENI, c'est l'inconstitutionnalité de la loi organique même qui désigne les membres de la CENI qui sont en place aujourd'hui. Il y a tous ces problèmes. Vous avez sur le plan de la logistique, la République a perdu 28 mois. On n'a rien fait en ce qui concerne les élections. Vous avez aujourd'hui la guerre en Ukraine, avec un impact sérieux sur les coûts. J'ai vu, il y a une catégorie d'organisation de la société civile qui demandait même au gouvernement de doter la CENI d'un budget conséquent. Il y a une conséquence sur les coûts. Parce que nous savons aujourd'hui, rien que même avec le carburant et d'autres produits, il y a une conséquence sur ce problème. Vous avez la Chine qui a ralenti sa production à cause de la Covid-19. Et nous savons tous que la Chine, c'est l'un des grands producteurs, l'un des grands fournisseurs logistiques. Pas facile. Comment on va faire? Vous avez cette question des 5 pays qu'on a choisis pour servir, pour abriter l'opération pilote d'enrôlement et d'identification des électeurs. Le temps d'acquérir ces machines, des kits électoraux, de déployer ces kits électoraux, de commencer la dite opération. Et si nous devons revenir à la CENI elle-même, toute opération électorale, et même préélectorale, le temps de faire les commandes, de faire toutes ces commandes, de produire, d'acquérir, et j'ai même entendu qu'il faut faire le test des fonctionnalités des machines antérieures, il faut identifier les machines qui sont disponibles, le temps d'acquérir ces machines, tout le matériel, et de les déployer sur l'ensemble de la République, il y a un sérieux problème. Nous ne nous mettons pas à la place de la CENI. Mais nous disons, étant donné que les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections dans un meilleur environnement électoral, et parce que pour nous, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel constitue pour nous un impératif catégorique, non conditionnel. Il faut que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Nous estimons, au regard de la situation actuelle, qu'il serait très sage de créer un cadre pour que les parties prenantes puissent discuter de la question électorale. Mon cher Jacques Moulouba, tout débat sur la démocratie conduit inévitablement sur la question des élections. On ne peut pas considérer une élection comme un rituel de légitimation de la vie publique. Nous l'avons dit. On ne peut pas considérer cette question comme si on doit faire le forcing, comme si ce n'est pas, c'est une question légère. C'est une question qui détermine l'avenir d'un pays. Voilà ce que nous disons, étant donné que les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel et que les conditions ne sont pas réunies. La CENI elle-même, lors du cadre des concertations le 16 juillet au Palais du Peuple, a présenté des innovations pour assurer un scrutin transparent et crédible. Mais dès lors qu'il y a un problème de confiance et de consensus, quelles que soient les innovations que la CENI va présenter, le départ est déjà biaisé. Il y a un sérieux problème. Que faire pour rétablir la confiance? Que faire pour rechercher le consensus? Parce que l'élection, nous avons constaté que même dans ce cas de concertation, il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas là. Vous êtes journaliste, vous avez été là-bas. Voilà pourquoi notre parti, après plusieurs réflexions, nous avons pensé qu'il est indiqué que le chef de l'État, qui est, par son arbitrage, qui assure le fonctionnement régulier des institutions, il peut créer un cadre pour permettre à la République d'avoir des élections saines et apaisées. Je crois que vous êtes satisfait. Non, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes libre de reposer la question. Donc, dans ce cas d'espèce, passez-moi le terme, le dialogue électoral constitutif légitime le glissement, puisque vous demandez la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Au même moment, vous reconnaissez qu'il y a un retard de 28 mois et qu'il faille que le chef de l'État convoque le dialogue. Tout ça, ça doit se faire dans le délai ou bien vous
le dialogue là, vous souscrivez à ce qui est un glissement par rapport au téléphone? Non, écoutez, la question du dysfonctionnement probable, c'est une question subsidiaire. Ici, nous avons évoqué des griefs substantiels qui fâchent la Constitution, qui fâchent la loi électorale. C'est ça la base d'une bonne élection. C'est ça le cadre juridique. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi nous avons demandé au président de la République de créer ce cadre, sinon ce serait empiéter sur l'indépendance de la CENI. Je vous ai répondu qu'au regard de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il peut créer ce cadre pour le bien du Congo. Nous sommes africains. Pourquoi ne pas discuter de la question électorale? Comment peut-on, parce que moi j'ai suivi dans le discours le vice-président de la CENI au cadre des concertations qui disait clairement que par cette activité, la CENI voulait donner au processus électoral tout son caractère inclusif, participatif. Inclusif et participatif. Mais là, la CENI s'adressait à une partie des parties prenantes, une catégorie. Mais dès lors que d'autres acteurs se sentent exclus, comment peut-on aller aux élections dans ces conditions-là? Nous sommes responsables, nous aimons ce pays, il faut organiser les élections dans des délais, mais il faut réunir les conditions nécessaires préalables à l'organisation d'une élection saine et apaisée. Voilà. Qui est derrière moi? C'est le peuple congolais. Vous avez raison, cher Jacques Boulevard, parce qu'en fait, dans ce pays, on nous a dépouillé de notre propre autonomie. Même si sa propre femme tombe enceinte à la maison, c'est toujours quelqu'un qui vous offre l'énergie pour créer des enfants. Non, je pense que ce pays nous appartient tous, et nous sommes un parti responsable. Je pense que le modérateur à qui j'adresse le remerciement a été clair. Nous existons depuis 4 ans. C'est notre première activité comme parti politique, une première activité publique. Mais déjà nous sommes déployés dans 21 provinces de la République démocratique du Congo. Nous faisons un travail de fourmi. Nous sommes avec le peuple congolais et nous sommes en train de suivre les orientations que donne le peuple congolais. Donc encore une fois, qui est derrière moi? C'est le peuple congolais qui est derrière moi et c'est Dieu qui est aussi. Merci. Alors mon ami de actualité.cd a posé la question de savoir quelles sont les propositions que nous faisons. Évidemment, nous sommes en train de préparer un cahier des charges là-dessus parce qu'il y a des problèmes. On ne peut pas aller dans les élections. Vous avez suivi le point de vue de la communauté internationale. Tout le monde voudrait qu'on respecte le délai constitutionnel. C'est aussi le point de vue de mon parti. Nous devons respecter le délai constitutionnel. Mais nous avons dit que ce dialogue électoral va permettre de réunir les conditions nécessaires. Et c'est dans ce dialogue que nous devons discuter des questions de fond pour qu'il y ait des bonnes élections. Pas d'élections exclusives, mais d'élections inclusives. Nous voulons privilégier le critère d'inclusivité et non d'exclusivité. Les élections ne sont pas outils à la disposition d'un individu ou d'une personne ou d'un groupe d'individus pour légitimer la vie publique. Non, les élections sont un processus par lequel tout le monde participe. Et je pense que cette idée que nous venons de lancer est la meilleure. Sincèrement la meilleure. Et quant aux propositions, il y a toutes les propositions sur la table. Nous avons préparé un cahier de charges. Le moment venu, lorsque nous irons maintenant pour faire les actions de lobbying auprès des parties prenantes, mais aussi de la CENI, nous allons présenter des propositions concrètes pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Je crois que j'ai répondu à votre question. Je suis là. Merci. Vérité, rien que la vérité. Est-ce que nous croyons
à la tenue des élections dans le délai? La réponse est simple. Je réponds. L'article 211 de la Constitution confie à la CENI la mission d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Il y a une loi organique, une loi électorale, bref, un cadre juridique qui régit l'organisation des élections dans notre pays. La Constitution impose, sans négociation, l'organisation des élections dans les délais légaux. Et donc, la vérité est que la CENI nous rassure et continue à rassurer parce que c'est à elle que revient ce pouvoir de rassurer le peuple que les élections seront organisées dans le délai. Donc, FSP n'est pas pouvoir organisateur des élections, FSP n'est pas organe de gestion des élections, FSP émet un souhait. Et le souhait de FSP, c'est qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, et nous insistons là-dessus. C'est un impératif catégorique, ce n'est pas conditionné. Donc, votre question elle est bonne, mais c'est la CENI qui doit nous dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'il y aura des élections dans le pays? Parce que FSP n'acceptera même pas, même une seule minute de prolongation. Ça, c'est trahir le peuple congolais. Le peuple attend les élections dans le délai constitutionnel. Mais si la CENI est en difficulté, je pense que la loi lui permet aussi de faire recours à l'Assemblée nationale pour poser le problème. Ce n'est pas le respect. Mais nous disons, on n'avancera pas d'un pas. Parce que même la communauté internationale vous dit qu'il faut organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le gouvernement nous rassure que nous devons nous préparer aux élections. La CENI aussi. Mais nous disons à la CENI, il ne faut pas faire le forcing. Il ne faut pas faire des choses parce que vous voulez organiser les élections dans les délais. Vous ne respectez plus la loi électorale. J'ai appris hier qu'il y a un atelier de validation du rapport de l'actualisation de la cartographie. Cette cartographie est élaborée sur base de quelles données? Parce que la loi électorale, en son article 47 bis, dit qu'il faut tenir compte de distance des électeurs. Vous n'avez pas encore des électeurs. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs vient avant celle de la cartographie. Est-ce que la CENI a expliqué aux parties prenantes pourquoi on a inversé cet ordre? Et quelle est la disposition de la loi qui nous permet de poser un tel acte? Nous avons émis des craintes qu'on puisse installer des bureaux de vote à même la forêt parce qu'on ne connaît pas les électeurs. Ces électeurs, ils sont où? J'ai vu qu'on a même pas annulé, on a reporté l'opération de recrutement des membres du personnel opérationnel qui devaient travailler pour l'enrôlement des électeurs. Mais là, cette cartographie, pourquoi cette précipitation? Parce qu'on n'est même pas encore à 30 jours de la convocation de la campagne électorale. C'est ce que dit la loi. Donc, votre question renforce encore nos inquiétudes et nous souhaitons qu'on crée un cadre pour réfléchir à l'avance. Il ne faut pas qu'on attende. Il nous reste moins de 400 jours pour la tenue des élections. Nous avons moins de 400 jours. Voilà. Nous avons déjà entendu beaucoup de déclarations. Les résultats de ces élections ne sont ni conformes à la vérité, ni conformes à la justice. On a déjà entendu la recherche de la vérité des urnes. Je pense que par rapport à cette question de la vérité des urnes, notre souci, nous avons dit, c'est que toute élection est toujours déjà contestée. Mais nous devons éviter au pays des contestations majeures, des contestations violentes. Je l'ai dit, une élection peut apporter la paix, une élection peut apporter le chaos. Et l'Afrique présente une image chaotique. Chaque fois à la fin des élections, il y a toujours des contestations majeures. Et le Congo, qui est aujourd'hui un modèle de passation civique et civilisée du pouvoir, peut devenir aussi un modèle d'une élection apaisée. Loin des contestations majeures, il y aura toujours des contestations, partout dans le monde. Alors, pour ce qui est de l'opération, quelle est la proposition? La proposition, c'est que la CENI doit annuler cette opération. Pourquoi vous devez valider
une opération qui ne s'appuie ni sur la loi électorale, ni sur les données qui sont fiables. Où sont les électeurs? Où est-ce qu'on les a localisés? Où se trouve le nombre d'inscrits? C'est dans quel fichier? Parce qu'il faut actualiser le fichier électoral. Je pense qu'il ne faut pas faire les choses dans la précipitation parce qu'il y a la pression des FSP et des parties prenantes. Il faut plutôt respecter la loi. Et il est encore temps de respecter la loi. Pour nous, la proposition est claire. La CENI doit respecter la loi. Le législateur a mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante des instruments juridiques qui lui permettent d'agir. La CENI n'agit pas par sa propre volonté. Respecter cet article, respecter la hiérarchisation des opérations électorales et même les opérations électorales. C'est comme quelqu'un qui va faire le ramassage des kits électoraux avant d'organiser les élections. C'est un peu ça, ça ressemble à ça. Donc vous allez ramasser les kits électoraux sans avoir organisé les élections. Vous allez installer les bureaux de vote sans connaître où sont les électeurs, quel nombre, quelles sont les distances à parcourir, les obstacles et tout, tel que dit par la loi. Monsieur Jean-Luc Ouragan, j'aimerais vous dire, si vous avez l'occasion de rencontrer le président de la CENI ou toutes les institutions, de lui dire que notre parti lui propose humblement d'annuler ces données. Parce que là, on risque d'accréditer la thèse de certains acteurs qui estiment que ça, c'est préparer une fraude à grande échelle. Aujourd'hui, comment vous pouvez prouver si, par exemple, il y a des zones où vous avez 15 km de forêt, 30 km de forêt, et si on vous dit que nous devons installer des bureaux de vote après chaque 4 km, dans les 15-30 km de la forêt, là, où est-ce qu'on va? C'est là qu'on parle des bureaux fictifs. Voilà, nous voulons, parce qu'il y a un souci d'assurer la transparence du processus, je pense qu'il faut annuler. Et nous avons écrit la CENI pour lui demander d'annuler les plans en santé. C'est clair. Nous avons utilisé toutes les voies indiquées pour exprimer notre point de vue. C'est à l'autorité suprême de la République d'utiliser son pouvoir discrétionnaire en toute souveraineté, d'apprécier et de voir s'il faut, oui ou non, le faire. Voilà. Votre deuxième question? C'est quoi la thématique? La thématique, ce sont les élections APC. Nous parlons du dialogue électoral. D'ailleurs, là, le message est déjà clair. Mais un dialogue électoral constructif. Merci. Lorsqu'on crée un parti politique, on vise d'abord la conquête. Et en tant que parti politique, nous avons un arrêté d'agrément, comme tous les autres partis politiques. Nous avons notre reconnaissance légale, la reconnaissance juridique. Notre idée dans la création de ce parti, c'est la conquête . J'insiste sur la conquête. Et cette conquête doit être portée par la base. Voilà pourquoi je vous dis honnêtement que nous sommes déployés dans 21 provinces. On n'est pas prétentieux. Il y a 4 provinces qui nous restent. On peut ne pas aller dans ces provinces-là si nous trouvons que les conditions ne sont pas réunies. Alors, on appartient à quelqu'un politique. Nos aînés qui nous ont précédés, parce que nous sommes un jeune parti, qui n'a que 4 ans, mais avec une expérience de 60 ans. J'insiste, nous sommes un jeune parti qui n'a que 4 ans d'existence avec 60 ans d'expérience. Mais la question que nous nous posons, nos aînés qui nous ont précédés dans ce domaine, ils étaient dans quel camp? Avant 2006, est-ce qu'on parlait des camps que nous voyons aujourd'hui? FCC n'a pas existé. La Mouga n'a pas existé, Cash n'a pas existé. Est-ce que c'est interdit à un parti, encore que M. Robert, les plateformes n'ont pas de personnalité juridique? C'est ce qui a fait que nombreux ont appliqué avec professionnalisme ce que nous avions
appelée autrefois la transhumance politique. Il y a une véritable question de moralisation de la vie politique. FSP va dans la conquête du pouvoir, au niveau de la base. J'ai même écrit au vice-premier ministre, la ministre de l'Intérieur, pour l'informer en appuyant sur la Constitution et la loi qui porte l'organisation et fonctionnement des partis politiques, que nos cadres vont se déployer. Parce que vous avez parfois dans les milieux réguliers des agents un peu véreux, peut-être non informés, qui viennent perturber les réunions des partis politiques, sans savoir que les réunions pacifiques et sans armes sont garanties par la Constitution. Nous sommes du côté du peuple. Notre camp politique, c'est le peuple congolais. Avançons d'abord. C'est ce que je dis à mes camarades. On avance comme parti politique. Il est clair que pour gagner des élections dans ce pays, la tradition nous renseigne qu'on passe inévitablement par des alliances. Le moment des alliances viendra. Vous voulez que nous, on aille négocier des alliances politiques dans une position de faiblesse? Non, nous ne voulons pas aller faire du remplissage. Qui vous dit que ceux que vous avez cités là ne peuvent pas nous rejoindre nous et former notre camp? Donc retenez et dites-le à tout le monde, nous respectons le peuple congolais. Nous avons un parti politique qui a été créé selon les normes de constitution des partis politiques dans ce pays. Et nous allons, comme je l'ai dit par essence, à la conquête du pouvoir. Et nous allons conquérir le pouvoir de manière pacifique. C'est pourquoi nous estimons que cette question cruciale, fondamentale, centrale, qui est la question électorale, ne doit pas être prise à la légère. Parce que c'est cette question qui nous permet, nous, d'accéder, d'avoir droit au chapitre, d'accéder au pouvoir. Et de montrer que nous avons 4 ans d'existence, mais nous avons 60 ans d'expérience. Et je suis sérieux quand je vous le dis. Et vous serez là, vous allez nous accompagner, et vous comprendrez que nous avons réellement 60 ans d'expérience. L'une des preuves, c'est que dans ce pays, moi, quand j'allais avec mes collègues, au ministère des Affaires intérieures, j'ai trouvé un débat où il y a même un parti qui a désigné un secrétaire général qui a fait beaucoup de bruit, alors qu'aucune pièce n'était encore déposée au niveau du ministère de l'Intérieur. Pendant ces temps-là, nous, on avait déjà nos papiers. Nous avons fait 4 ans sans nous. Et c'est ce qui va vous montrer que nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Mais c'est ça, nous sommes prêts à aller aux élections. Mon parti est préparé à aller aux élections. Dans les 21 provinces. C'est rare. Je peux vous dire qu'il y a des provinces où vous arrivez, vous ne trouverez pas de drapeau de notre parti. Mais moi, je vous dis que dans cette province-là, nous avons déjà des candidats, et des vrais candidats, et nous pouvons surprendre tout le monde. C'est pourquoi nous voulons des bonnes élections, pour qu'il n'y ait pas de contestation, parce que nous devons sécuriser nos candidats. Cette nouvelle offre que nous proposons, elle va être acceptée par le peuple, dans la paix, et en passant par des élections. Je crois que je vous ai répondu à toutes les deux questions. Nous sommes prêts à aller aux élections même maintenant, même chez vous au centre. Nous avons déjà des candidats prêts dans tous les territoires, que ce soit pour les députés provinciaux, même pour les députés nationaux. Nous sommes préparés déjà. Merci. La question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo nous préoccupe au plus haut point. Et à ce sujet, nous encourageons le gouvernement de la République, de qui relève la question de la sécurité des personnes et des biens, de beaucoup travailler justement pour établir la paix avec tous les partenaires nationaux et internationaux. Nous encourageons le gouvernement à travailler là-dessus. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, parce que c'est une situation qui date de plus de 20 ans. Mais je pense que si le gouvernement travaille encore efficacement, il peut arriver justement, et par solidarité à nos frères et sœurs de l'Est, à rétablir la paix dans cette partie de la République. C'est une question qui nous préoccupe, mais qui ne relève pas de notre compétence. Donc ça relève de la compétence du gouvernement de la République, qui
bien sûr, la sécurité des personnes qui se constituent. Qui est derrière nous? Cette question revient. Mais vous ajoutez une nuance que M. Jacques n'a pas ajoutée, c'est la question des moyens. Il faut qu'on le dise très bien. Je vous ai dit ici que lorsqu'on voit John Moon, président national d'un parti, je sais qu'on va voir l'ombre de beaucoup de gens derrière. Parce qu'on nous a dépouillé de notre autonomie d'action. C'est ça le problème. Tout ce que nous devons faire, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse à le faire. Mon cher ami, prenez un parti politique où vous pouvez réunir, je raconte une bêtise, même 1 million de membres disséminés à travers le pays. Et que chaque membre vous donne $2, 4 000 francs seulement. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir 2 millions de francs congolais pour faire fonctionner un parti? Et demandez à ceux qui ont organisé des élections présidentielles, vous diront. Ça peut vous permettre un budget. Tous ces responsables qui sont devant nous, je vais devoir vous les présenter. C'est des sommités dans ce pays. Ils ne peuvent pas s'engager dans une affaire pour ne dépendre que de la poche d'une personne. Et vous avez évoqué quelque chose qui est une antivaleur. C'est qu'un pays devrait attendre d'être au pouvoir pour prendre les moyens de l'État et les utiliser. Non. Justement, votre crainte touche un peu à une sorte d'antivaleur. C'est illégal d'utiliser les moyens de l'État pour faire la politique. Donc le FSP ne peut pas attendre. Un parti politique, c'est avant tout une association. Et les associations vivent des dons, des aides, il y a des aides qui viennent, mais la ressource principale, ce sont les cotisations. Ces nombreux cas ici sont-ils incapables de se cotiser $5 le mois pour faire fonctionner leur parti? Nous disons non. Parce que nous voulons aider le peuple congolais. Parce que nous voulons que notre pays soit le meilleur environnement que l'on puisse vivre. Nous pouvons faire quelque chose. C'est la détermination. Et nous sommes très déterminés. Je suis heureux d'être entouré des femmes et des hommes déterminés, engagés, convaincus, parce qu'ils aiment ce pays. On n'a pas un autre pays. Et c'est comme ça que nous allons partir. Mais un parti politique ne peut pas refuser des aides. Si vous avez des personnes qui peuvent vous aider, à condition que ce soit des aides légales. Il ne faut pas qu'on nous amène des financements qui viennent de l'étranger, interdits par la loi. S'il y a un citoyen congolais de bonne foi qui peut dire, voilà, aujourd'hui pour organiser la conférence de presse, je vous offre 100 000 francs congolais. Nous allons dire merci. Ça c'est légal, c'est la loi. C'est comme ça. Je peux vous rassurer que même vous, vous allez contribuer pour ce parti. Même la presse aussi. On va se partager les coupages. Merci. Que faire si le délai constitutionnel n'est pas respecté? C'est tout simplement interroger la loi. Que dit la loi en cas du non-respect du délai constitutionnel? C'est tout simplement ça. Il ne revient pas au FSP de décider. On ne peut pas se faire justice sur soi-même. Mais j'ai ouvert une brèche ici en disant ceci, que la loi autorise à la CENI, en cas de difficultés liées à l'organisation des élections, de saisir l'Assemblée nationale et d'aller chercher la prolongation. Mais il ne revient pas à la CENI le droit de le décider ou au gouvernement de la République. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est demander à ceux qui gèrent le pays, que dit la loi lorsque on n'a pas respecté la Constitution? Mais cette brèche permet à la CENI, parce que c'est la CENI qui organise les élections, de saisir le Parlement, parce que la CENI est une émanation de l'Assemblée nationale. C'est ça la réponse. Deuxième question, est-ce que nous avons un regard tourné vers l'opposition, vers la majorité, ou bien nous sommes au centre? Nous avons un regard orienté vers la base. Nous avons un regard orienté vers le peuple congolais. J'ai dit que la question des alliances politiques n'est pas écartée. Mais ce n'est pas le moment pour nous de nous penser sur ça. Nous devons d'abord prouver que nous sommes réellement un parti par notre stratégie de conquête du pouvoir, de nous déployer, de la socialisation de nos membres. Et ça, c'est très important. C'est après que nous allons voir avec qui pouvons-nous créer une alliance. Et ça, ce n'est pas une question que seul le président doit décider. Il y a les organes du parti qui doivent se réunir pour dire voilà, maintenant nous pouvons aller avec tel. Nous ne pouvons pas porter
la tauge d'une autre vision. Nous ne pouvons pas accepter d'aller porter les explications ou commencer à nous justifier sur les bilans que nous n'avons pas managés, si vous le dire ainsi. On ne peut pas vous demander des comptes sur des projets que vous n'avez pas gérés. Je pense que nous devons d'abord prouver que nous sommes un parti politique et par essence, c'est la conquête du pouvoir. Le moment viendra, M. Innocent Olenga, où nous allons nous prononcer sur les alliances politiques. Parce que, comme je l'ai dit, pour réussir les élections dans ce pays, on passe inévitablement par des alliances politiques. On va passer par des alliances, mais ce n'est pas le moment. Ah, le sénateur Moïse Kaka. C'est ça la culture africaine. Lorsqu'un enfant pose un problème, on dit ah, c'est le fils de qui? De qui tire ceci? Je suis heureux d'avoir été de la bonne école. Une bonne école. Cette école qui est orientée vers le développement de ce pays. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de péché pour nous d'avoir le soutien. Mais nous n'allons pas accepter le soutien des mains sales. Nous ne serons pas salis. Et nous n'accepterons pas non plus qu'on nous enterre dans la même temps que les pécheurs. Nous voulons porter notre propre corps. Si aujourd'hui, le sénateur Moïse Kaka est disposé à nous trouver des partenaires qui peuvent nous aider, il n'y a pas de péché. Et quand il a servi ce pays, il a été meilleur élu de la République à la députation nationale. Il est sénateur, meilleur élu aussi au Sankourou. Et ceux qui se sont rendus au Sankourou savent les efforts qu'il est en train de fournir pour poser quand même les bases de développement dans son fief électoral. Si quelqu'un est prêt à nous accompagner, même le président de la République, s'il est prêt à nous accompagner parce que nous avons une vision tournée vers le développement, nous n'allons pas refuser. S'il y a des similarités dans notre vision, j'ai toujours dit à mes camarades que nous ne pouvons pas prendre 15 000 $, convoquer une manifestation de 3 000 personnes et leur en donner 5 $ chacun pour qu'ils aillent boire, manger et après ils vont oublier. Mais plutôt si nous trouvons une aide de 15 000 $, nous allons orienter ce fonds vers des projets vitaux, les besoins sociaux de base. Prenez 15 000 $, imaginez combien de cabines électriques vous pouvez réhabiliter dans une année. Lorsque vous devez investir, nous n'avons pas d'argent. Si on a des petits moyens qui viennent de nos cotisations, nous pouvons les orienter vers des petits projets, des petits points de 500 $ qu'il faut réhabiliter à Kimasé qui est un peu partout. C'est ça notre vision de développement. Le peu qu'on a, nous fonctionnons comme une organisation non gouvernementale de développement. C'est ça notre parti. Mais lorsque nous allons rencontrer des gens qui ont une telle vision, je pense que nous n'allons pas refuser. Il y a des associations qui nous ont rejoints, qui ont la même vision que nous. Donc, je sais, je ne peux pas refuser. Un enfant ne peut pas refuser son père. Celui qui m'a vu a vu Moïse Kaka. Mais est-ce que c'est Moïse Kaka qui est le président de ce parti? Il ne l'est pas. Il est sénateur, cadre du bureau politique du PVRD. Il fait son travail dans le FCC. Est-ce qu'il est président de ce parti? Non. Qui est le secrétaire général du parti? Je vous le présente. Le professeur Jean-Macaire Mambou, Jean-Macaire Mounzélé. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Il n'est ni de près ni de loin proche du sénateur Moïse Kaka. Il est de la province du Grand Bambou, du Kouango, du Kouilou, voilà, dans le territoire du Diofa. Il ne connaît même pas le sénateur Moïse Kaka.
Il ne le connaît pas, il n'a jamais rencontré. C'est moi qui suis un fils. Je ne peux pas le nier. Mais est-ce que lui m'empêche de travailler pour ce pays? Non. Il a déjà fait son travail. Il est un grand serviteur. Il continue à aimer ce pays. A-t-il des mains sales? Non. Chaque fois qu'on a voulu le salir, peut-être par la version personnelle, je crois qu'il a été prouvé noir sur blanc qu'il a des mains propres. Nous avons M. Michel Kitoko, professeur, président interfédéral de la ville-province de Kinshasa. Je peux le présenter. Voilà, ce n'est pas un proche de Moïse Kama, ce n'est pas conviction qu'il a dans son parti. Et nous avons notre camarade Mugimou, enseignant à l'ISTIA, à l'ISIPA. Il ne connaît pas le sénateur Moïse Kama. Il ne connaît même pas John. Il a entendu parler du parti et il a adhéré dans ce parti. Donc ce que je vais demander à mon aîné Yossa Olena, c'est d'en parler aussi à votre famille. Comme vous, journalistes, vous ne pouvez pas faire la politique, qu'ils viennent se joindre à nous, qu'on fasse route pour le bien-être du peuple congolais. On se termine. À notre niveau, nous estimons que le vrai projet de société de l'FSP viendra de la base. Et c'est notre approche. Nous n'allons pas rédiger les Français pour présenter la social-démocratie. Tout ça, on connaît. On peut le faire pour plaire aux scientifiques et à ceux qui nous ont imposé ces théories. Mais notre programme fondamental, notre projet de société viendra de la base. Parce que nous voulons faire ce qui est réellement exigé par la population au niveau de la base, dans une approche réaliste. Chers grands frères, encore une fois, je vous demande de dire à nos frères qui sont aussi à Dousambo là-bas, d'aller adhérer parce que le parti vit déjà là-bas, qui n'attendent pas que le président national arrive. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que c'est la fin de notre échange. Vous nous avez compris, le moment viendra, on va faire des explications, il y aura des émissions. Ce n'est pas ici qu'on va terminer toutes les questions. Mais sachez que déployer un parti politique en cette période électorale est très complexe. Il y aura des moments où vous nous appellerez. Nous ne serons pas peut-être disponibles. On fera un effort d'être à votre disposition parce qu'il faut que le peuple nous comprenne et nous suive. Nous allons descendre très tôt. Dites à ceux qui nous dirigent que notre parti est déployé sur l'ensemble de la République et que les services soient instruits pour appliquer la loi, la norme de lise et de réunion, l'exercice de nos activités. Qu'on arrête de déranger nos membres et les cadres qui sont en train d'implanter le parti dans l'arrière-pays. Nous avons écrit pour informer et je pense que c'est tout à fait légal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de votre patience. Merci de toutes les questions que vous avez posées. Merci de l'intérêt que vous portez à la question électorale. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.